Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Backdoor. Bonjour Baptiste. Bonjour mon cher ami, comment vas-tu ? Bah je vais très très bien, un petit peu défoncé à la fatigue. Oh, c'est ce comme qu'on qui aime. dirait, hein. C'est ce qu'on aime. Bah, ça nous a permis de regarder les Knicks botter le cul des Sixers dans ce match 6. Magnifique. Magnifique. Mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Déjà, je te souhaite bienvenue aussi à toi qui écoutes ce podcast avec tes écouteurs, ton casque. Mets-toi à l'aise. C'est ça, que tu sois dans le métro, dans ton lit, en train de jouer à Touquet, je ne sais pas, en voiture, que sais-je. Dites-nous aux chiottes, peut-être. Peut-être en train de faire un ATR. Pourquoi pas. Peut-être en train de faire un appui tendu renversé, effectivement, que tu vas essayer d'enchaîner avec ta meilleure rondade. Oh. On part sur un podcast gymnastique, les gars. Allez, c'est changement de direction. Non, aujourd'hui, nous allons aborder le troisième personnage féminin de l'histoire de ce podcast. C'est triste, on aurait dû en faire plus, mais on va se rattraper. Oui, ce n'est pas grave. Nous allons parler aujourd'hui de la reine invincible, Madame Maya Moore. Et en prélude, Baptiste, qu'est-ce que tu sais de Maya Moore ? Qu'est-ce que je sais de Maya Moore ? Eh ben, pas énormément de choses, je vais pas te mentir. D'accord. Je suis pas le plus gros suiveur de WNBA. Je sais qu'elle jouait à Minnesota. Et oui, parce que je te l'ai dit dans l'enregistrement d'avant qui a foiré. Exactement, j'allais le préciser. On brise le quatrième mur. Voilà, et qu'elle avait le numéro 23, mais je n'en sais pas plus. Tu vois, Très bien. Mes connaissances s'arrêtent ici, sur Maya Moore. Eh bien, je suis là pour rattraper ça. Magnifique. Et peut-être rattraper aussi ton manque de connaissances. Toi qui nous écoutes, sache que ce n'est pas grave. Hein, la WNBA... Alors en plus, là, on va parler donc des années 2010 de la WNBA, qui n'est pas le moment où la WNBA n'était le plus suivie, puisque typiquement chaque saison actuellement depuis 2020, ça bat son record. Donc dites-vous que là, on est encore au prélude de ce que va devenir cette superbe ligue. Donc ce n'est pas grave de ne pas connaître Maya Moore. Ça me rassure un peu. Non, vous en faites pas. Si... Voilà, on pourra toujours vous taper dessus, dire que vous n'avez pas la culture basket que vous prétendez. Mais Backdoor est là pour sauver ça. Après cette intro beaucoup trop longue, rentrons dans le sujet. Madame Maya April Moore est née le 19 juin 1989, ce qui fait qu'elle n'a aujourd'hui que 34 ans. Et on va parler certainement de la plus grande gagnante de l'histoire du basket féminin, c'est presque sûr, mais certainement du basket tout court, parce que si un certain Michel Jordan, dont on va reparler, vous verrez plus tard dans l'épisode, petit teasing, peut éventuellement contester ce titre, le CV de Maya, comment dire qu'il pèse. Ok. Vous voyez le Shaq Et ben le Shaq, c'est un poids plume. Ok, c'est bien. Ouais, non, on va parler de quelqu'un. Pour vous dire ce que j'ai noté après dans mon intro, Maya Moore, donc taille adulte WNBA, c'est 1m83 pour 80 kg, et moi une impression visuelle, et du coup forcément un numéro, le 23, qui me font fortement penser à un espèce de mix entre Michael Jordan et LeBron James. Un petit mélange sympathique. Un mélange sympa. Ouais. Un mélange qui casse des gueules et qui commence à casser des gueules finalement dès le high school. Puisque, alors on va aller assez... je vais vous faire bouffer moins de stats que les derniers épisodes. Notamment parce que celui peut-être indigeste. de Caitlin Clark par exemple. Exactement, j'essaye d'apprendre de mes erreurs. C'est bien. En freshman et en sophomore, elle va être All-America Teams. Donc ça pose déjà un petit peu, mais c'est pas là où on la découvre le plus, puisque c'est vraiment à partir de son année junior qu'elle va exploser. Elle va tourner sur sa saison junior à 23,2 points de moyenne, 11,3 rebonds, 4,6 passes décisives et 5,4 interceptions. Pas tout mal. Pas dégueulasse. Elle gagne cette année-là, du coup, le titre de Naismith Prep Player of the Year, et elle devient à l'époque seulement la deuxième junior à remporter ce titre derrière une certaine Candace Parker. Un autre grand nom. Candace Parker. Un autre grand nom. Clin d'œil, elle vient de prendre sa retraite très récemment, Candace Parker, et il est possible que ce soit la prochaine femme qu'on aborde dans ce podcast. Oh, teasing. Et oui, je vous tease. Parce qu'on sert sur l'actu, mine de rien. Exactement. Absolument pas. Il faut bien faire des vues. Revenons à Maya en high school. Petit fact comme ça, assez cool. Vas-y. Lors de son année junior, donc à l'époque nous sommes en 2006, Maya Moore va mettre son premier dunk en carrière à l'échauffement, alors qu'une collègue à elle lui fait une petite passe à l'hoop, hop, elle claque le petit Omar à une main. Parce que oui, je vais casser un mythe, mais la plupart des athlètes WNBA dunk, messieurs, dames. Oui, on ne les voit pas dunker en match, parce que déjà, n'importe qui ne serait-ce que dunk à l'entraînement ou dans un playground ouvert, sait que dunker quand il n'y a personne et dunker en match, c'est deux métiers différents. Exactement.
On s'accorde là-dessus. Donc oui, la plupart des athlètes WNBA sont capables de dunker. Juste, il n'y a pas forcément des fois l'intérêt en match. Hormis Brittney Griner, c'est trop facile pour elle. Oui. Voilà un petit peu. On a tous vu ces vidéos de, par exemple, Kyrie Irving qui claque des gros tomards à l'échauffement ou en entraînement alors qu'il le fait jamais en match, quoi. Isaiah Thomas. Oui, aussi. Le tout petit, hein, on l'a vu mettre des windmills. C'est vrai. Bon, ce sont des athlètes professionnels. Et les athlètes de la WNBA également sont des athlètes exceptionnels. Saison senior de high school, elle augmente un petit peu ses stats, 25,5 points, 12,1 rebonds, toujours ses 4 passes, 4,3 interceptions. Deuxième fois de suite qu'elle est élue Naismith Prep Player of the Year, donc c'est l'un des titres les plus emblématiques en high school. Pareil, hein, ça devient la deuxième joueuse à le faire après Candace Parker. Tiens. Encore une fois, encore Watt. Encore Watt fumier. Pour faire un petit peu un bilan global des titres individuels et comment elle commence déjà à fortement remplir son armoire à trophées, durant ses années high school, elle remporte 2 fois la place de First Team All-America par le magazine Parade, 3 fois le titre de Player of the Year de Géorgie. Elle est 2007 Miss Basketball Georgia. Wow, compliqué celui-là. Ouais, très compliqué. Elle est 3 fois Street and Smith All-America, 4 fois Georgia All-State First Team. Elle est 2006 Sport Illustrated All-America Team, 2007 WBCA, donc qui est Writers Basketball... WBCA, c'est Women Basketball Coach Association, National Player of the Year. 2007 Parade Magazine All-America of the Year. 2007 Morgan Wooten Award. En gros, c'est le MVP du McDonald's All-American, parce que oui, elle y a été sélectionnée, et 2 fois en plus, s'il vous plaît. Au total, déjà, c'est 17 titres individuels en high school. Pas dégueulasse, déjà, c'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous faisiez quoi, vous, au lycée? Parce que moi, perso, en m'y être viré de cours d'espagnol, mon truc s'arrête là. Hein. Bah, ouais, au lycée, j'étais là, quoi, globalement. Ouais, on était beaucoup à juste être là et c'était déjà pas mal. Bah, ouais. J'ai eu mon bac, on peut rien me dire. Sur cette période, Madame Maya Moore va mener son équipe de Colline High School à un bilan, en comptant les 4 années, de 125 victoires pour 3 défaites. Pas dégueulasse. 125... Bah, elle perd moins d'une fois par an, quoi. 125-3, ok. Putain. Ouais, c'est sympathique, putain, non? tu fais 128 matchs, tu gagnes 125. Ouais, bah c'est ça. Hein, alors, je voulais calculer normalement le ratio. Attendez, je vous le donnerai après en cumulant le AAU parce que c'est encore plus insolent. Avec son high school, elle va remporter 3 titres de Géorgie en 4 apparences consécutives. Hein, donc c'est-à-dire qu'en finale, il n'y avait que elle pendant 4 ans. Et elle gagne aussi un titre national en 2007. Allez, vous vous en doutez bien, hein, quand vous dominez comme ça, vous finissez forcément leader de votre high school en nombre de points marqués avec 2664, en nombre de rebonds pris avec 1212, en nombre de passes décisives avec 407 et en nombre d'interceptions avec 467. Ok. 4 catégories statistiques où t'es la meilleure, je trouve c'est pas mal. C'est pas dégueulasse. Ouais, on peut dire que son passage on s'en souviendra quoi dans son lycée, je pense. Ouais. Et on va même s'en souvenir aussi pour un autre sport que le basket, l'athlétisme. Puisqu'elle va tout simplement finir 2e au titre de saut en hauteur du championnat de Géorgie en 2005. Ah oui. Ok, pas mal, ça me fait penser à Will Chamberlain, tout ça. C'est un beau nom en compagnie. Hein. Bah oui, pareil, je domine dans plusieurs sports. C'est la marque des très très grands, généralement. Ouais, c'est ça. Elle est très très grande aussi en cours, puisqu'elle a un GPA de 4 à la fin de son lycée, sachant que c'est noté sur 5, et que genre en gros, pour faire... Là-bas, c'est le système donc des notes, A+, etc. 4, ça équivaut à une moyenne... Je dis pas de bêtises, ça équivaut à une moyenne en gros de A tout le temps. À peu près. Ouais, donc une moyenne de genre, j'imagine, ça doit être genre 17-18 sur 20, quoi, si on compare avec... c'est ça, si vous voulez convertir. C'est pas dégueulasse, moi j'avais pas ces moyennes-là au lycée, Ouais, moi aussi, j'avais 2 fois moins, et encore, peut-être même 3 fois moins, ça se trouve. Ouais, pas mal. Un corps sain dans un esprit sain, finalement. Non contente de dominer sur la période scolaire, elle domine aussi l'été sur les terrains de l'AAU, puisqu'elle va jouer avec les Georgia Metros, et elle y fait que 2 saisons. Elle fait 2005 et 2006. Par contre, elle gagne 4 titres nationaux. Elle gagne le AAU Under-16 National Championship, où elle est MVP à 15 ans. Okay. Elle gagne l'US Junior National Championship 2 fois, en 2005 et en 2006. Et elle gagne le Nike National Championship en 2006. Donc elle a tout gagné, en fait, globalement. Oui, ça va être récurrent, vous allez voir. Du coup,
sur sa saison, sur ses 2 saisons en AAU, un bilan de 73-6, ce qui nous fait un bilan total pour son passage, on va dire, de lycéenne, de 198-9, soit un ratio de 95,6% de victoire. Ça n'a pas de sens. Tu fais plus de 200 matchs, t'en perds 10, même pas. Moins de 10. Moins de 10, c'est... Ok, bah écoute, bravo à elle. Hein. Bravo à elle. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre ? Ce bilan finalement exceptionnel de Maya Moore va l'amener à se faire recruter par la prestigieuse université de Yukon, coachée par un coach non moins prestigieux, monsieur Geno Auriemma. Pour ceux qui ne savent pas qui est le bonhomme, il est peut-être encore, j'ai un doute, coach de Team USA féminine encore. Okay. Mais en tout cas, sachez qu'il est toujours à Yukon et que le monsieur a l'un des plus gros palmarès de toute la NCAA, toujours confondu. Ok. Voilà, donc quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Hein. Ouais, qui connaît un peu le basket. Ouais, légèrement. Un bon nez, comme on dit. Un bon nez. Ouais, tu lui parles de pick and roll, il est pas perdu, quoi. Ah non, je pense même que tu peux lui parler de backdoor. Oh. Allez, ça c'est fait. Saison freshman, ça va commencer très fort, puisque dès la pré-saison, elle est élue tout simplement Big East Pre-Season Freshman of the Year. Alors vous allez me dire, l'intérêt de ce titre, j'en sais rien, mais je voulais le placer. Ça fait un titre de plus. Attends, Freshman of the Year en pré-saison ? Enfin, Freshman de la pré-saison. Ok, ouais, un trophée de MVP des matchs amicaux, quoi. Bravo. Exactement. Finalement, peut-être le seul trophée qu'on aurait pu remporter dans notre vie, et encore. Bon, non. Non. La constante de la nullité. Ouais, c'est ça. Ça va commencer très fort pour elle en NCAA. Son tout premier match, elle va poser 21 points, 10 rebonds, 4 passes décisives, 4 interceptions. Vous avez dit transition, transition sur le terrain à la limite, jeu de transition, mais pas de catégorie, vous n'avez pas l'impression. Ouais, c'est ça, elle s'adapte vite, on va dire. Exactement, elle va nous coller une saison de freshman qui va tout bonnement être exceptionnelle. Elle met plus de 10 points dans les 31 premiers matchs qu'elle va jouer. Dites-vous qu'à ce moment-là, c'est un co-record à Yukon qui est partagé avec madame Diana Taurasi. Un autre grand nom. Un autre grand nom. Elle va au total mettre plus de 10 points 36 fois dans la saison. On rappelle qu'elle va jouer au total 38 matchs, puisque le maximum c'est 39, on verra, vous verrez, petit teasing. Dans cette partie-là, dans ces 36 matchs où elle met plus de 10 points, il y en a 13 où elle met plus de 20 points, elle pose 11 double-double, autre co-record de Yukon et de la Big East, qui n'est pas une petite conférence. Ouais. Et c'est tout simplement partagé avec sa coéquipière qui a un an de plus qu'elle, Tina Charles. Ok. L'équipe de Yukon, c'est les Avengers. Ouais, et Maya, c'est Iron Man, puisque la première année, elle met au total 678 points, record pour un freshman à Yukon, qui, comme je disais, pas une petite fac, et co-record pour la Big East pour une freshman à seulement, et je vais vous le dire, seulement 16 petits points du record all-time, toute génération confondue, pour Yukon. C'est-à-dire que dès la première année, elle peut dire « Attendez, en fait, je suis peut-être la meilleure joueuse sur une saison que cette université ait vue !» Et c'est la première. Et ça fait même pas un an que je suis là, en fait. Salut, oui. C'est moi. Coucou. Coucou, c'est moi. Et coucou, c'est moi. Ça fait une moyenne de saison à 17,8 points, 7,6 rebonds, 3,6 passes, 1,6 interceptions. Okay. La saison va aller jusqu'au Final Four. Mais malheureusement, va s'arrêter en demi contre Stanford. Et donc, bilan sur cette première année, 36-2. Pas mal. Pas mal du tout, même, on peut dire. Franchement, elle aime pas perdre. Je crois que ça, on l'a compris, globalement. Les récompenses individuelles, elles vont pleuvoir, puisqu'elle est nommée Big East Freshman of the Year. C'est surtout la première personne, peu importe le genre, à être nommée Big East Player of the Year en tant que freshman. Ok. Pareil, on le disait tout à l'heure, pas une petite conférence, la Big East. Ouais. Pour ceux qui m'aident pas, vous avez des Duke, des North Carolina, des Florida, il y a même Kansas, si je dis pas de bêtises. Bon bref, vous avez du monde. Ouais, c'est une grosse conférence, quoi. Oh oui, ça c'est de la conférence. Ouais. Elle est aussi First Team Big East, First Team All Freshman Big East, First Team All American, la dernière en étant élue à l'unanimité. Ok. Voilà. First Team All American par Associated Press, c'est la deuxième fois seulement dans l'histoire qu'un freshman y accède. Et USBWA, donc United States Basketball Writers Association, et les coachs l'élisent dans leur All-America Team. Elle est élue freshman de l'année, ça fait du sens, j'ai envie de dire. Oui.
Petit record de plus dans le bag, vous en voulez un autre ? Allez. Elle va être au total nommée 10 fois Biggest Player of the Year, ce qui est un record pour la conférence. Player of the Year, 10 fois ? Player of the Week, pardon. Ah, ok. Je me suis dit, elle a pas fait Excusez-moi. 10 ans de fac quand même. Ça, c'est... Non. Elle a fait 10 ans de fac, elle a pété les plombs. Ouais, médecine, quoi, en gros. Cet été, elle va faire un petit tour avec les U19 de Team USA, pour clôturer sa carrière jeune, on va dire, avec Team USA, où on va tout simplement tourner à 16,3 points de moyenne, accompagnée de 6,3 rebonds, et être une actrice majeure de la victoire américaine en Coupe du Monde. Pas mal. Pas mal Hein. Pas mal du tout, mais souvenez-vous, elle a perdu 2 matchs, et ça va passiblement l'énerver. Saison sophomore, elle devient la joueuse la plus rapide de l'histoire de UConn à atteindre la barre des 1000 points en seulement 55 matchs, avec, excusez du peu pour le match pour passer ce cap, une performance sympatoche à 40 points qui inclut 10 tirs à 3 points primés, ce qui est le record pour UConn et pour la Big East. Sympatoche, en effet, ouais, c'est le terme, je crois. Sympatoche, elle prend aussi 13 rebonds. Hein. Oui, parce que bon, on n'est plus à ça près, quoi. Voilà. On n'est pas à ça près, du coup ça en fait la deuxième joueuse de l'histoire du programme à réaliser une performance à plus de 40 points. Hein. C'était contre Syracuse, et c'est un peu sa team favorite, Syracuse, vous verrez. C'est comme LeBron avec Toronto, par exemple. Exactement. Magnifique. La même chose, elle aimait pas l'orange. Elle va, après cette saison, être nommée à l'unanimité Biggest Player of the Year et au First Team All Big East après une saison à 19,3 points, 8,9 rebonds, 3,2 passes et 1,9 interceptions, parce que oui, ça progresse. Encore. Vous vous doutez, cette fois-ci, le titre de meilleure marqueuse sur une saison de l'histoire de UConn, c'est pour Bibi. Ça se dirige donc tranquillement vers le Big East Tournament, histoire de se qualifier pour la Match Madness. Ça va le faire, ça va écraser la concurrence. Elle va être nommée MOP du tournoi de la Big East en ayant un petit run sur ce tournoi-là de la Big East à 21 points, 8,7 rebonds, 2 interceptions, 2 contres par match. Ok. Non, mais... La feuille est noircie. Sympa. Voilà, la feuille est bien noircie. Dans les autres titres du coup individuels qui pleuvent après ça, Associated Press Player of the Year, première sophomore à remporter cette distinction, Naismith College Player of the Year, USBWA Player of the Year. Elle prend le Wooden Award et le Wade Trophy, qui sont 2 trophées majeurs qui récompensent la meilleure joueuse de Division 1 NCAA féminine. Ok. Elle est, encore une fois, sélectionnée à l'unanimité et pour la 2e saison consécutive en tant que First Team All-American. Trophée de Best Female College Athlete Player of the Year lors du ESPA Award, mais finalement tout ça on s'en fout. Ok. Tout ça on s'en fout. Tu sais pourquoi on s'en fout ? Non, dis-moi. Eh ben parce que cette année, UConn est invaincue et gagne le titre NCAA. Elle devait être plutôt contente, elle qui aime pas perdre, pas une seule défaite sur la saison. Non, bien. Faire un 39-0, c'est sympa. Ouais. C'est mieux que des 49-3. Oh là 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 là, la blague politique. Exceptionnel. Mais ouais, 39-0, ouais, ok. Non, mais il n'y a pas grand-chose à dire. C'est parfait, quoi, globalement. C'est ça, hein. C'est parfait. J'ai une question, Baptiste. Oui. Tu connais l'expression « on prend les mêmes et on recommence » ? Ouais, je crois que je l'ai déjà entendu 1 ou 2 fois, ouais. Ouais, et elle va prendre vie, cette expression, j'ai envie de dire, parce que sur la 2e saison, donc c'est son année junior, donc la 3e, Moore élève encore son niveau de jeu, comme si c'était possible de faire encore mieux. Elle devient à ce moment-là virtuellement une menace, peu importe où est-ce que tu la mets sur le terrain. Ce qui, ça est un truc assez fou. Hein, visiblement, c'était pas virtuellement, c'était vraiment, ça a l'air assez réel ce que tu me décris là quand même. Ouais, j'essaye de la rendre un peu humaine, c'est ça. C'est ça, parce que sinon on a juste l'impression que je parle d'Optimus Prime. Il y a de ça. Durant cette saison, elle va devenir alors la 5e joueuse de l'histoire du programme des Huskies à dépasser la barre des 2000 points. Elle réalise cette performance contre qui ? Syracuse, en quart de finale du tournoi de la Big East. Allez. Petit match, cette fois-ci, 16 points, 14 rebonds, 7 passes décisives, 5 interceptions. Parce que scorer ça va bien, mais tout faire sur le terrain c'est mieux. Bah ouais. Syracuse, je vous ai dit qu'elle aimait bien cet adversaire, non ? Ouais, ça me parle, ouais. Plus tôt dans la saison, elle avait collé son season high en envoyant 38 points, 20 rebonds, 3 passes, 3 interceptions. 38, 23, 3. Ouais. Bah... Ah, je vous ai dit que c'était un mélange entre LeBron et Jordan. Hein. J'avoue. La ligne de stats, elle fait... t'as peur. Hein.
Putain. Ah bah la ligne de stats fait très très peur, hein, ce qui fait que forcément les Huskies sortent de nouveau vainqueurs du tournoi de la Big East. Ils prennent leurs énormes bottes et ils vont marcher sur la March Madness encore une fois, puisque personne n'est tout simplement capable d'arrêter Yukon et Maya Moore. Elle va réaliser un exploit rare en NCAA, puisqu'elle va aider les Huskies à faire le back-to-back. Ça en NCAA, c'est pas arrivé très très souvent. Non. Et alors un back-to-back en étant encore invaincu. Encore moins, je pense. Ah, encore moins. Là, ça pose beaucoup de problèmes. Là, Ouais. Là, faut appeler l'armée pour savoir ce qu'on doit faire. Il y a le président qui est au Pentagone. Il a un Descon, tout ça, un bordel. C'est ça. Cette année, Maya est élue MOP, puisque l'année précédente, elle avait laissé le titre à Tina Charles. Là, c'est bien elle qui le prend et qui est élue donc MOP du Final Four de la March Madness. Pour faire ses petites stats respectivement sur les 2 matchs de Final Four, le premier, elle joue contre Baylor. Elle va envoyer 34 points, 12 rebonds à 4 sur 4 à 3 points. Okay. Et le second, contre Stanford, qui, on se rappelle, l'avait empêché finalement d'accéder à sa première finale de March Madness lors de sa première année. Elle envoie 23 points, 11 rebonds en finale à 4 sur 6 à 3 points. Belle vengeance, ça se mange froid là, généralement, comme on dit, donc ouais, pas mal. Donc voilà, 2 ans après, ça a pris Stanford de titre et ça prend son deuxième tranquillou bilou. Direction cette fois la saison senior, dernière année de fac pour Maya qui va continuer à marquer les esprits. Déjà la streak des Huskies va s'étendre à 90-0. 90-0. Record NCAA, tout genre confondu. Putain. Bien évidemment. 90-0. Bah oui, ça n'a pas de sens. Genre, non, ça fait aucun putain de sens, non. 90-0, ok. Dites-vous qu'à ce moment-là, la dernière fois qu'elles ont perdu, Maya Moore, elle était freshman. Elle est senior maintenant. Putain, elle a fait quasiment tout son cursus sans perdre. C'est fou. Exactement, on va en parler après. Donc à ce moment-là, elles vont tomber. Elles vont perdre... J'ai pas mis contre qui ça s'arrête, mais ça s'arrête en gros au début de la saison, vers le 19 janvier, contre je sais plus quelle équipe. Je crois que c'est Baylor qui les bat. Et ça arrive. Et en plus, je crois qu'ils vraiment, j'ai regardé le match, ils les battent pas beaucoup. Genre ça perd de 4 points. Ouais. Tu sens le match où ça voulait pas, c'était galère. Ouais. Pendant cette saison, en termes d'individus, Maya, elle va devenir meilleure marqueuse de l'histoire du programme lors d'un match où elle dépasse son ancienne coéquipière Tina Charles, qui est partie l'année d'avant en WNBA. Elle va pas s'arrêter là, puisque le 29 mars, elle devient la première joueuse de l'histoire de Yukon à dépasser la barre des 3000 points lors du match contre Duke en quart de finale de la March Madness, où elle pose 28 points, 10 rebonds, 7 interceptions. Ok. Voilà, sympathique. Pas mal. Comme je vous l'ai dit, du coup, quart de finale de la March Madness, vous avez bien compris, elle a encore remporté la Big East. Ça fait 4 ans qu'elle prend d'assaut et que c'est la dictature de Yukon dans cette conférence. Ouais, c'est ça, putain. 4e Final Four d'affilée. Malheureusement, ça s'arrête en demi-finale contre Notre-Dame, malgré un match à 36 points de Maya. C'est pas grave, ça fait quand même un bilan total encore de 36-2, comme en freshman, et qui est de facto son pire bilan en NCAA. Oh, cette phrase. Ouais, 36-2, ton pire bilan NCAA. Il n'y a rien qui va dans cette phrase. Ouais. À ce moment-là, du coup, elle a amené le record de scoring de Yukon à 30 036 points. Pour vous donner un petit ordre d'indice, la personne qui s'en est le plus rapprochée depuis, c'est Madame Brina Stewart, grosse joueuse, puisqu'elle a été MVP plusieurs fois, championne, etc. en WNBA. Elle a fait 2676 points avec Yukon. Genre, il y a 400 points d'écart encore. Oui, c'est pas énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Sur cette dernière année, elle va donc remporter son 2e Naismith College Player of the Year, son 3e Wade Trophy d'affilée. C'est la seule joueuse de l'histoire à l'avoir fait. Et en fait, elle l'a remporté que 3 fois, tout simplement parce que les freshmen ne sont pas éligibles. Parce que vous dites bien qu'elle l'aurait remporté 4 fois. Mais quand la seule chose qui t'empêche de gagner, c'est le règlement, c'est que... Bon, efficace, on va dire, pour résumer. Très très efficace. Dans les autres titres, 2e Associated Press Women College Basketball Player of the Year, pareil pour USBWA Women Player of the Year, Big East Player of the Year pour la 3e fois, 4e fois votée à l'unanimité en tant que First Team All-American. Ok. Elle est nommée Final Four All Tournament Team. Il y a tout qui pleut là. Ouais. Il y a tout qui pleut. Petit résumé comme ça de sa carrière en NCAA. Un bilan sympa de 150 victoires pour 4 défaites. Le ratio baisse, on est à 97,4% de victoire là. 54. Ouais. C'est...
Elle a perdu une fois par an, en gros. Enfin, non, parce que pendant 2 ans, elle a pas perdu, donc... Oui, en moyenne, quoi. Putain. Ouais. Et si tu fais le cumul avec le lycée, ça doit faire un truc qui n'a aucun sens. Si je te fais le cumul avec le lycée, ça fait... Donc, sur une période de 8 ans, elle a perdu 13 matchs, et elle en a gagné 150 plus 198, ça fait 350, elle en a gagné 348. 348, 13... Ouais, 348, 13. Je vous laisse un petit peu vous remettre de ces émotions. Ouais, pendant que tout gentiment, c'est pas mal je comme fais bilan. le calcul de son ratio, simplement. Putain, il doit être indécent. Alors, 13 divisé par 348 multiplié par 100, ça fait un ratio de 96,3%. 96% de victoire en 8 ans. Ouais, voilà. Ok. C'est très très énervé. Ouais, en termes d'individus, je vous ai dit, elle a le record donc, de Yukon avec 3036 points. C'est le 4e meilleur total en NCAA Division 1. Ok. C'est plutôt sympathique. Ouais, c'est pas dégueu. Dans les autres catégories qu'elle occupe, alors à Yukon, 1276 rebonds, ce qui en fait la 2e all-time. 310 interceptions, ce qui en fait la 3e all-time à Yukon. 544 passes décisives, ce qui en fait la 6e all-time, on rappelle que c'est pas du tout sa spécialité, et 204 contres, qui en fait la 4e all-time. Globalement, elle est toujours top 6. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, elle est aussi la seule joueuse de l'histoire de la Division 1 d'NCAA à enregistrer 2500 points, 1000 rebonds, 500 passes décisives, 250 interceptions et 150 contres. Ça fait beaucoup de chiffres. Voilà. Ça fait beaucoup de chiffres. C'est beaucoup de chiffres qui placent quelqu'un. Oui. Elle va bien évidemment à la suite de ça être introduite. Alors c'est l'équivalent du Hall of Fame à Yukon, c'est le Huskies of Honor, et je trouve ça hyper stylé. Comme le Ring of Honor de Phoenix, en gros. Ouais, exactement. Et alors moi, ce qui me fait le plus rire, c'est que si tu prends les initiales, ça fait Oh. Oh. Ok. Je vous l'avais dit, c'était une bonne étudiante. On va aller un peu sur ce terrain-là très vite fait. Cette fois-ci, son GPA est de 3,7 dans le sport et les médias. Mais ça va lui faire gagner encore plus de titres, comme si elle en avait pas déjà assez, puisqu'elle va prendre des titres qui sont donnés en fait aux meilleurs étudiants du pays qui sont inclus, enfin qui sont partie intégrante d'un programme sportif. Okay. Donc le Elite 88 Award, le COSIDA académique. Ouais, le COSIDA académique, elle le remporte 2009, 2010, 2011. Là aussi, c'est une dictature, putain. Ouais, COSIDA Academic All-America of the Year 2010-2011, première joueuse à faire le back-to-back. All-Sport Academic All-America of the Year en 2011. Allez. Eh ben, comme vous dites. Avec tout ça, il serait temps de parler de sa carrière pro, non ? Ah bah allons-y gaiement. Allez. Comme vous pouvez vous en douter, elle est draftée en 30e de choix de la draft. Pas du tout, elle est draftée première, bien évidemment, par les Minnesota Lynx en 2011. Et les Minnesota Lynx, à ce moment-là, c'est une équipe qui a raté les playoffs à pas grand-chose l'année précédente. Alors, ils ont un bilan négatif de 13-21, mais on est sur un effectif qui est très costaud, où il y a déjà des All-Stars et des joueuses référencées, et où, en fait, il leur manque ce petit truc pour passer le cap. Ok. Et là... Je sens que ce petit truc va être Maya Moore. Exactement. Ce petit truc, comme on disait, Maya Moore, alors déjà, avant même de poser un pied en WNBA, elle écrit l'histoire, que dis-je, puisque elle prend son numéro 23 de l'université et elle devient la première femme à signer chez Jordan Brand. Alors, c'est purement marketing, mais c'est stylé. Ouais, c'est toujours cool d'être le premier à quelque chose, donc... Exactement. Et en plus, Jordan Brand, quand même assez classe. Oui, c'est pas... avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est pas Decathlon, quoi. Exactement. La première saison, elle va tout simplement aider les Minnesota Lynx à obtenir le meilleur bilan de la WNBA, mais qui est à ce moment-là également le meilleur bilan de l'histoire de Minnesota, avec un petit 27-7. Ok. C'est sympathique. Le cap est peut-être passé, j'ai envie de dire. Ouais, encore une fois, l'adaptation, c'est assez fluide, quoi. Il n'y a pas de... c'est très fluide. Elle est élue de toute façon au All-Star Game dès sa première saison. Ok. Voilà. Elle est nommée, bien évidemment, Rookie of the Year, et elle fait une première saison régulière de WNBA à 13,2 points de moyenne et 4,6 rebonds. Okay. Et sachez que c'est vraiment très très bon, parce que en WNBA, encore plus qu'en NBA, les rookies, celles qui arrivent, prennent des tartes. Oui. Mais vraiment... Elles ont toutes galéré. Tiana Taurasi, Schubert, toutes. Il n'y en a pas une qui ne galère pas, parce que l'écart physique entre le monde pro et le reste fait que tu... C'est tout con, mais en NBA, il y a 30 équipes. En WNBA, il y en a 12. Il y en a... Alors, à cette époque-là, je sais pas, mais en tout cas, en WNBA, actuellement, il y a 144 joueuses. Ouais. Là où en NBA, on s'approche des 400. Voilà. Donc, forcément, le niveau est plus serré, quoi.
le talent est plus concentré. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, c'est moins dilué. On parle d'une ligue où tu peux être drafté 3ème et pas être sûr d'être pris dans ton équipe à la fin, donc bon. Putain, c'est terrible. J'exagère peut-être un petit peu, mais vous avez compris l'idée. Ouais, c'est ça. Je disais que le cap était bien franchi, non ? Ouais, plutôt, ouais, du coup, ouais. Plutôt très très bien, hein, puisqu'en playoff ça roule sur tout le monde et ça va en finale où ça sweep les Atlanta Dream pour remporter le premier championnat de l'histoire des Minnesota Lynx. Ok. Voilà. Sympa. Sympa, ouais, jusque-là, sympa. Est-ce qu'elle nous a fait une Magic Johnson à être MVP des finales aussi ? Alors, elle n'a pas été MVP des finales, mais elle a eu une très belle action lors du Game 1 avec un reverse... Elle est surcotée, j'adore. Avec un reverse layup très difficile, hein, qui n'est pas sans rappeler un certain Dr. J. Oh. Petit bilan de ses playoffs, elle va tourner à 13,8 points, 5,9 rebonds, et c'est la deuxième meilleure scoreuse de l'effectif, déjà, en playoff. Pas mal. Ouais, pas mal. Pas mal, hein. Ouais. Pas mal, elle devient aussi seulement la deuxième joueuse de l'histoire de la WNBA à être Rookie of the Year et championne la même année depuis Cheryl Ford en 2003. Ok. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Après cette petite saison WNBA, parce que vous le savez peut-être, mais les athlètes WNBA ne touchent pas les athlètes, les salaires, pardon, des athlètes NBA, hein, puisque le salaire max aujourd'hui doit être à $450 000 la saison. Quand on sait que le salaire minimum NBA est quasiment à 3 millions. Ouais. Voilà. Ouais. Le grand écart. Du coup, elle va aller signer en Europe. Pour arrondir les fins de mois, j'ai envie de dire, elle va aller signer dans une ville que tu affectionnes tout particulièrement, Baptiste. Tu connais cette ville, peut-être ? Une ville que j'affectionne tout particulièrement ? Oh oui. Est-ce qu'il y a une vanne derrière ? Ah, pas du tout. Pas du tout ? C'est vraiment très premier degré. Bah, je sais pas. Parce que ton club de foot préféré est là-bas, en Espagne. Ah, bah Valence, bah oui. Oui. Elle va signer avec, alors je vais peut-être écorcher le nom, mais les Roy Casares de Valencia, pour la saison 2011-2012. C'est une équipe, à ce moment-là, Valence, c'est sympa, hein, mais ça a jamais fait grand-chose... Un peu en Espagne, mais voilà. Bon, doublé coupe championnat, hein, Euroleague et championnat d'Espagne. Premier titre en Euroleague des Roy Casares. Ok. Sur les 10 matchs disputés, elle va poser 12,7 points, 6,2 rebonds. Hein, sachez qu'elle aurait pu faire le triplé, mais malheureusement, elle perd en finale des Coupes de la Reine, de la Coupe de la Reine, pardon, contre... alors, c'est les Perfumerias Avenida. Mon accent est impeccable. Ah bah, t'as eu des bons profs d'espagnol. Et voilà, au club de la ville de Salamanque, mais on s'en branle un peu. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a fait le doublé première saison pro. Tu gagnes en WNBA, tu gagnes en Europe. Il y a quoi maintenant ? Pas mal. Non, mais pas mal. C'est sympathique, j'ai envie de te dire. Ouais. Après avoir fait ça, il est déjà temps de réattaquer la saison 2012 avec les Lynx. Et elle va tout simplement aider les Lynx, être actrice majeure, du meilleur début de saison de l'histoire de la WNBA avec un 10-0. Ok, pas mal. Sympa. On disait qu'elle détestait la défaite. À la fin de la saison, donc Minnesota égale son bilan de l'année précédente, donc son meilleur bilan de l'histoire de la franchise. Hein. 2 ans, l'autre, t'as fait 2 fois le meilleur bilan de ta franchise, c'était comme un ouf si t'es le proprio. Ah bah là... Elle a, en plus de ça, augmenté ses stats. Madame tourne maintenant à 16,4 points, 6 rebonds, 3 passes décisives. Finit 4e du classement du MVP. Et élue pour la première fois de sa vie All WNBA First Team. Alors que paradoxalement, et je n'ai pas compris, elle n'est pas élue au All-Star Game. Ne cherchez pas à comprendre. Non, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Je ne sais pas. J'ai pas trouvé. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais ils avaient peut-être pas envie. Ouais, c'est ça, ils se disent, oh, tu nous fais chier, toi, t'es tout le temps là, putain. C'est bon, j'en peux plus. Laisse ça aux autres, mais ok. Minnesota va retourner en finale NBA pour la 2e année de suite, mais malheureusement, cette fois-ci, ça va tomber en finale contre l'Indiana Fever, malgré une Maya Moore qui est toujours aussi performante en playoff, puisqu'elle reste dans des moyennes 16,6 points, 5,2 rebonds, c'est pas la joueuse qui s'effondre. Non, ça va. On va faire une petite parenthèse. Je vais me prendre pour Doctor Strange, je vais jouer avec le temps. Ok. Elle n'a pas signé en Euroleague après la saison 2012, elle a été faire un petit séjour en Chine. Okay. Et en fait, elle a fait 3 ans en Chine. Donc je vais vous compiler ces 3 années-là, et après on retournera sur la WNBA pour finir tranquillement le reste des saisons. Ok. L'arc chinois de Maya Moore. Elle chinois. va tabasser un championnat. Mais quand je dis tabasser un championnat, c'est que elle arrive dans une équipe qui, à ce moment-là, donc c'est les Shaanxi Flame, qui est coaché par monsieur Luca Mondello, donc c'est l'actuel sélectionneur de l'Espagne chez les femmes, coach émérite. Au début, la saison pour les Flames, qui d'ailleurs viennent juste d'accéder à la première division,
Elle commence assez mal, puisqu'elle commence en 0-2, parce que leurs joueuses, en fait, dans la ligue chinoise, vous n'avez le droit qu'un seul import. Le reste, ça doit être des joueurs asiatiques, mais vous avez un mec qui peut être de nationalité étrangère. À ce moment-là, c'est l'américaine Ebony Hoffman. Bon, au bout de 2 matchs, elle est out. Issine Maya Moore. Et là, 10 victoires d'affilée. Hein, dans le 3e match, elle va poser la feuille suivante. Installe-toi bien, confortablement, tiens-toi. Hein. Je suis tenu là. 60 points, 13 rebonds, 6 contre, 5 interceptions. Attends, quoi? 60 points, 13 rebonds, 6 contre, 5 interceptions. Ok, j'ai compris, 73 points. Bon, c'est quand même pas mal, oui. Mais oui, 60, c'est déjà un beau score. Tout le monde n'est pas capable de faire ça, quoi. Non, puis après, c'est à côté, moi, c'est les 13 rebonds, 6 contre, 5 interceptions. C'est comme s'il y avait besoin de ça. Oui, oui. Et puis à ça après. Première saison, ses moyennes sont ahurissantes. 37,3 points, 12,1 rebonds, 4,3 passes, 3,5 interceptions par match. Le titre pour les Flames. Sympa. Ouais. Ça va être le mot. Sympa, ouais. Maya Moore, c'est sympa. C'est sympa à Toche. Ouais. Deuxième saison du coup en WCBA, bon, on va faire court, hein, c'est globalement la même chose, hein, ça domine. Ça monte à 39 points de moyenne, 11,8 rebonds, 4,8 passes, 4,3 interceptions. 39 les Flames. Flames. Moyenne. Ouais, mais 39 points, mais attention, parce que les Flames retournent en finale et sur la finale, Maya tourne à 40,3 points de moyenne cette fois-ci. Voilà, donc bien évidemment, c'est champion, back-to-back mon frérot. Dernière saison, c'est moins bien. Hein. Et en même temps, Maya est un peu blessée au genou, donc j'espère que vous serez clément avec elle, puisqu'elle ne tourne que à 30 points, 9 rebonds, 3,7 passes, 3,6 interceptions. Non, tu vois, je disais qu'elle était surcotée, j'avais pas tort. T'avais pas tort du tout, hein, puisque en finale, en plus, alors attends, ils tombent contre Brittney Griner qui joue à Beijing à ce moment-là, et ils perdent le premier match en finale, attends. Ouais. Non, mais n'importe quoi. Bon, alors certes, ils gagnent la série 3-1 derrière, hein, du coup, ils font ce repeat. Mais quand même. Pas foutu de mettre un sweep. Oh mon dieu. Voilà pour l'arc chinois de Maya Moore. Okay. Donc vous l'avez compris, hein, pour l'instant elle a foutu les pieds en Euroleague, elle a gagné. Elle a foutu les pieds en Chine, elle a gagné. Bon, alors à ce moment-là, certes, à la fin de l'arc chinois, nous sommes en 2015, donc on va retourner dans le passé. Retour vers le passé. Excuse-moi. Exactement, belle référence à Code Lyoko. Exactement. On se reconcentre sur la saison 2013 et on se souvient, l'année d'avant, les Lynx, ils ont perdu. Donc Moore, elle est pas contente. Elle est bougon, elle est chonchon. Elle est bougon, elle est chonchon. Elle augmente le niveau de jeu, 18 points et demi, 6,2 rebonds, ça c'est classique, les 6 rebonds à peu près. Ouais. Élue au All-Star Game, finit deuxième du MVP. Cette fois, elle y est. Derrière. Cette fois, elle y est. Ouais. Elle est deuxième du MVP, comme je disais, derrière Madame Candace Parker. Tiens. Encore what? De nouveau, All WNBA First Team. Hein, et certainement à ce moment-là déçu de ne pas avoir remporté le titre de MVP de saison régulière. Sûrement. Maya va copier la phrase d'un certain Kobe Bryant et dire « Eh ben écoute, prends celui de saison régulière, moi je prends celui des finales. Bel exemple. Je tourne tranquillou bilou à 20 points de moyenne, 54% au tir, et je permets à Minnesota de gagner son deuxième titre en 3 ans. Ça va vous la domination ?» Ouais, pas mal, hein. C'est sympa. C'est sympa, hein. Ouais. Surtout que je le dis pas, mais ils resweep les Atlanta Dreams. Les pauvres d'Atlanta, elles ont rien. Ouais, qui font 2 fois l'effort d'aller en finale. Bam. Ils tombent contre Maya Moore Prime, ils en peuvent plus. Ouais, 2 tards dans la gueule. Au bout du rouleau. Ok. En 2014, vous avez dit domination ? Non, mais moi je l'ai dit. Ok. Elle va toucher les étoiles, elle va poser un record WNBA en mettant 30 points ou plus dans 4 matchs consécutifs, mettant même à ce moment-là son career high, et qui est également à ce moment-là la 3e meilleure performance all-time de l'histoire de WNBA, avec 48 points. Ok. Une semaine après, elle repose 40 points, hein, parce que je sais pas, elle avait besoin peut-être de confirmer quelque chose. Ouais, c'est une prouveuse. Je ne sais pas. Ça se sent. Prouveuse, exactement. exactement. Pour les caméras. Ouais, à la fin de la saison, elle a le record du plus grand nombre de matchs à 30 points dans une seule saison, avec 12. Ok. Voilà, ce qui lui fait finir la saison à 23,9 points, 8 rebonds, 3,4 passes, 1,9 interceptions. Cette fois-ci, c'est pour toi, Maya. Tiens, prends le titre de MVP. Arrête de massacrer les gens. Prends aussi ta 3e All WNBA First Team d'affilée, là. Prends ton All-Star Game. Tu sais quoi, je te donne même une seconde Defensive WNBA Team. Et je te mets même 3e au classement de défenseur de l'année. Tu t'es pris pour LeBron James, tu iras jusqu'au bout. En playoff, ça va, hein, ça se passe bien. Elle sweep les San Antonio Stars 2-0, hein, puisque les demi-finales
Je vous expliquerai un peu le format, parce qu'il a rechangé après ça, mais à l'époque, les demi-finales de WNBA, ça commence en fait les playoffs en demi-finale. Donc c'est au meilleur des 4 matchs. Bah non, des 3 matchs. Ouais, c'est ça. Et les finales sont au meilleur des 5. Ok. Donc San Antonio Stars disait en 2-0. Et finale NBA, elle tombe sur un bel os. Les Mercury de Phoenix, de Brittney Griner et Diana Taurasi. Il faut au moins ça pour arrêter Maya Moore. Parce que malheureusement, défaite à ce moment-là, 2-1 pour les Lynx qui vont rater en finale de conférence les finales WNBA pour la première fois en 4 ans. Je disais donc n'importe quoi, pardon. Il y a donc bien des tours de conférence avec demi-finale, finale, puis une finale NBA. Ok. Excusez-moi. T'es excusé. Merci. Finalement, elle a perdu, pas en finale NBA, donc ça touche pas à son bilan. Elle a toujours un bilan de 2-3. Ok. Ah, c'est important ça, vous souvenez-vous-en. 2015, ça commence par une petite extension déjà pour Maya qui sort alors de son contrat rookie. Parce que oui, il faut rappeler qu'elle est toujours rookie, considérée comme rookie à ce moment-là. Et ça fait 5 ans qu'elle est en WNBA, elle est encore en contrat rookie. Elle a été draftée en 2011, elle finit la saison 2014, ça fait 3 ans, c'est cohérent. Ah, ça fait que 3 ans, je croyais que ça faisait... c'est mon saut dans le temps avec la Chine, je vous ai perdu. Ouais, un peu. Je vais pas te mentir. Excusez-moi, je n'ai pas été un très bon Doctor Strange. Docteur étrange à la limite, quoi. Mais... Ouais, j'étais Docteur Bizarre, mais c'est tout. Bref, donc cette rookie qui a déjà gagné 2 titres et un MVP, pardon. Cette saison a encore un All-Star Game, ça y est, ils ont décidé de lui donner tout le temps, parce que je pense qu'elle devait les menacer. Elle va d'ailleurs gagner le titre de MVP du All-Star Game, parce que c'était le seul titre de MVP qui lui manquait. Bah oui, faut bien remplir toutes les étagères au bout d'un moment. Ouais, il faut cocher toutes les cases, surtout qu'elle. D'ailleurs, je le dis, mais sachez que le titre de MVP du All-Star Game, il a beaucoup plus de valeur en WNBA, parce que les matchs sont disputés. Ah, pas comme en NBA. Tiens. Non, elle colle 30 points, c'est la meilleure marqueuse du match. Le match finit à genre 6 points d'écart, c'est serré. Ouais. Sur cette saison, ça se passe encore très bien. Maya tourne dans ses standards, désormais 20 points, 6,7 rebonds. Deuxième du MVP encore, donc on rappelle qu'à peu de choses près, elle aurait pu faire un repeat. C'est devenu l'habitude, mais WNBA First Team, et encore cette fois, 3e du trophée de défenseur de l'année. Les Lynx, première du bilan en WNBA dans la conférence... Ouest, parce que Minnesota est à l'ouest, ça retourne en finale NBA. Moore, elle cartonne encore bien dans les playoffs, puisqu'elle monte à 23,4 points, 7,4 rebonds. Et elle aide les Minnesota Lynx à récupérer leur 3e titre NBA. Pas mal. C'est une domination un peu comme les Spurs des années 2000. Ça gagne le titre 1 an sur 2, quoi. En gros. Un peu, tu vas voir. Dans ces finales, elle s'illustre dans un moment que je vous conseille d'aller voir. De toute façon, si vous avez vu les réels de promotion, je l'ai utilisé en extrait. Dans le Game 3 de ces finales, elle va mettre un 3 points buzzer beater Game Winner qui est honnêtement digne de Michael Jordan en 1998. Okay. Parce que c'est vraiment... ça récupère le ballon. Alors non, parce que Jordan, je crois qu'il reste du temps. C'est contre les Cavs, celui où il y a vraiment plus de temps du tout, le tout premier. Ouais. Et peut-être un peu plus digne de celui-là, puisque tout simplement, je crois qu'il reste genre 1,7 secondes. Ça prend le ballon, ça met un dribble de décalage, et bam, dans ta gueule. Ok, dans ta gueule, ok. Voilà. Non, mais c'est bien. Dans ta gueule. C'est bien résumé, c'est bien je dit. pense. Ouais. 2016, parce que là, du coup, vous avez suivi, elle en est à son 3e titre NBA, en 4 participations. Ouais, non, mais c'est un beau bilan. C'est un très beau bilan. La WNBA, en 2016, elle célèbre les 20 ans de sa ligue. Et Maya Moore est choisie dans les 20 meilleures joueuses de l'histoire de la ligue. Elle est la plus jeune à ce moment-là. Ok. Voilà, ça fait 5 ans qu'elle est dans la ligue. Elle commence sa 5e saison. C'est pas mal. Je sais pas quelle comparaison peut-on donner. Alperen Sengun est l'un des 75 meilleurs joueurs de la NBA. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. C'est tout pour moi. La saison régulière est un peu moins bonne. D'un point de vue statistique, pour Maya, elle tourne qu'à 19,6 points. Mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai envie de dire. Mais les Lynx sont toujours aussi fortes au global, puisqu'elles terminent ils terminent de nouveau premiers de leur conférence et ont un bilan encore meilleur que celui qui était le précédent record dans la franchise, puisqu'ils font un 28-6. Alors, ils augmentent d'une victoire, mais ça compte. Ça rechoppe forcément la première place. Maya, WNBA First Team, top 3 du MVP. Et là, je vais vous expliquer un petit peu, parce qu'à ce moment-là, la WNBA instaure un nouveau format de playoff. Hop, petite pause, c'est le RAF du futur qui vient interrompre le RAF du passé parce qu'il allait raconter absolument n'importe quoi. Excusez-le, c'est la fatigue. Pour vous faire simple, avant, le format de playoff WNBA de 2000 à 2015 faisait qu'il y avait 2 divisions, Est et Ouest. Les playoffs commençaient en demi-finale, puis il y avait des finales de conférence, le tout disputé au meilleur des 3 matchs, et ensuite les finales WNBA au meilleur des 5 matchs.
En 2016, la WNBA jusqu'en 2021 va décider de modifier son format. En 2016, du coup, ça change, et vous avez en fait un format qui part sur 4 tours, 8e, quart, demi, finale, sur un tableau sec, plus de séparation de conférences, et vous avez l'équipe numéro 1 et l'équipe numéro 2 en bilan qui est directement envoyée en demi-finale. On lui fait skipper les 2 premiers tours, et l'équipe numéro 3 et 4 sont eux envoyés en quart de finale. On leur fait skipper un tour. Voilà, c'est plus clair, j'espère que vous avez compris. Ça a changé encore, mais je ne veux pas vous le réexpliquer. Profitez bien de la fin de l'épisode. Des bisous. Phoenix, ça dégage. Ok. Ça accède donc... ça sweep, ça dégage. C'est pour ça que ça dégage. Ok. Ça accède donc au final NBA au WNBA pour la 5e fois en 6 ans. La dictature de la chose. Il y a que LeBron qui fait mieux, je pense, en termes de bonjour, je vais tout le temps en finale. Ouais, c'est clair. En plus, ça s'arrête pas là, vous allez voir. Ces finales WNBA, c'est peut-être les plus disputées, avec teasing celle de l'année d'après, et les plus impressionnantes de l'histoire de cette jeune ligue, puisqu'on a un affrontement avec les LS Sparks de Candace Parker. Dans le Game 1, déjà, sachez que Moore passe Diana Taurasi pour le plus de points marqués en finale WNBA avec 262. Ok. En termes de série, à ce moment-là, Minnesota, au Game 4, elles sont menées 2-1. Donc c'est win or go home. Et Moore sort ses tripes, plante 31 points, arrache le Game 5. Ok. Et alors, ce Game 5... Voilà, on respire avec un cure-dent. Avec une paille. Pour prendre une expression. Ouais, mais j'aime bien dire avec un cure-dent parce que c'est complètement con. Oui. Bon. Pour vous dire à quel point ces séries, ça se rend coup pour coup. Et le clou du spectacle, c'est un game-winning shot de madame Nyeka Ogwumike pour donner la victoire aux Sparks 77-76. Je vous conseille fortement d'aller mater les highlights de ce match parce que vraiment, mais que ce soit Moore ou Candace Parker et même Nyeka, mais on est sur un niveau... Mais mon ref, le niveau, il est colossal. Ça joue trop bien au basketball. Du coup, ça perd. Deuxième défaite en finale WNBA. Finalement, CP3 aura réussi à ramener un titre à Los Angeles. Oh putain, magnifique. Oh, c'est sublime. Je suis dépité de pas avoir pensé à la vanne. Si je puis me permettre, je l'avais déjà... Je sais, elle est pas de moi. Mais je la trouve exceptionnelle. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je me suis permis. Je sais pas de qui elle est, mais... Et tu as bien fait. Merci. 2017, du coup, Moore se dit, tiens, attends, on va être intelligent, on va être une team playeuse. Changement offensif, elle devient seconde option. Elle laisse la place à madame Sylvia Falls en première option. Alors, ça l'empêche pas d'être encore sélectionnée au All-Star Game et même d'être encore élue MVP de ce dernier. Devenant la seconde option, elle chute à 17,3 points, mais elle reste WNBA First Team et WNBA Second Defensive Team. Ok. Parce que faut pas déconner quand même, faut toujours être présent. Petit fait marquant de la saison, les Lynx vont infliger la défaite la plus sévère de l'histoire de la WNBA avec une branlée 152 contre les Fevers d'Indiana. 152 à combien ? 111-52. Ah, 111-52. Ah oui, ça fait pas beaucoup 52 points. Ça fait pas beaucoup quand l'adversaire en met 111, et surtout quand dans le match, tu prends un run de 40-0. 40-0. Ouais. Waouh. Ah ouais. Ah, c'est complexe. Ouais, c'est compliqué de gagner un match dans ces conditions-là, ouais. Ouais, là ça chiale, là. Vous avez dû, un peu vous en douter, les Lynx Phoenix encore premiers de leur conférence avec un bilan de 27-7. On disait qu'elle n'aimait pas perdre. Là, pour l'instant, ils n'ont pas fait autre chose que top 2. Ouais, c'est pas mal. C'est vous dire. Ouais. Donc ils obtiennent El Famoso ticket pour les demi-directs. Et vas-y que je te sweep les Mystics de Washington. Et allez, revanche contre les Sparks de Parker et Ogwumike. Ok. Au total, 6e finale en 7 ans. Ok. Vraiment, dites-vous bien que pour l'instant, elle n'a raté qu'une seule fois les finales dans sa carrière WNBA. C'est pas mal. Et même dans sa carrière pro tout court, puisqu'à chaque fois, même quand elle était en Chine et en Espagne, elle fait une repeat en Chine et elle gagne partout en Espagne. Bon. Ouais. Le surnom de la reine invincible, ça vient pas de nulle part. Qui est donné par les fans chinois après son repeat. Ouais. Bon, pas étonnant. Ils ont vu juste. Ouais, le nez creux là-dessus, les gars. Bien joué. Ouais. Le nez creux. Dans cette nouvelle finale, donc contre les Sparks, qui est très très disputée en 2017, de nouveau un Game 5.
Et cette fois-ci, ce sont les Lynx qui s'en sortent et qui gagnent alors le 4e titre, rejoignant les Houston Comets en tant que franchise la plus titrée de l'histoire. Pas mal. Pas mal, sachant que les Comets n'existent plus depuis un bout de temps à ce moment-là. Parce que les Comets, pour vous placer un peu le contexte, tout début de la WNBA, c'est la franchise très très dominante. Ok. Donc bah voilà, c'est un peu comme, j'allais dire, les Celtics à l'époque. Ça a dominé faute de mieux finalement. Je suis un peu salaud de dire ça, mais vous avez compris. En tout cas, donc on disait 4e victoire, finalement un bilan de 4-6. Pas mal. Pas dégueu. 4-6. C'est ceux qui... Elle n'a pas perdu 4 victoires pour... Non, pardon, 4-2. Je suis ivre mort. 4 sur 6, mais c'est pour ça que je suis ivre mort. C'est plus ça, ouais. Mais bon, c'est très énervé, ça fait 80% si je ne m'abuse. C'est pas mal. Pas mal. 2018, enfin, elle a tombé de son piédestal. Oh. C'est la saison la plus compliquée pour Maya et pour les Lynx. En même temps, comme on dit, il faut bien que la dictature tombe un jour. Moore redevient la première option, mais va pas retrouver son niveau de MVP, même si elle reste très forte en tournant à 18 points par match. Okay. C'est encore sélectionné All-Star Game, et c'est MVP pour la 3e et dernière fois de ce dernier. Pareil, pendant 3 ans, elle a privatisé le titre de MVP du All-Star Game, parce qu'elle en avait peut-être envie, je sais pas. C'est à moi maintenant, et vous fermez tous vos gueules, ok? Je pense que c'est ce qui s'est plus ou moins dit. Les Lynx vont finir la saison avec un record de 18-16, première fois depuis l'ère Maya Moore qu'elles ne sont pas top 2. Okay. Ce qui vaut à Maya d'être finalement que seconde WNBA team. Ah mais surcoté, on y revient encore une fois. surcoté, du coup bah là forcément voilà, faut que tu joues un match de premier tour, donc ouais, qu'est-ce qui va se passer? T'affrontes les Sparks. Ouais, putain. Relou. T'affrontes les Sparks et tu vas te faire éliminer dès le premier tour. Alors c'est un match à élimination directe, donc c'est do or die. Ouais, c'est play-in quoi. C'est exactement ça, c'est play-in vibe. Ça termine alors le run de 3 finales d'affilée pour les Lynx. Et à ce moment-là, vous ne vous en doutez pas, parce que je ne vous ai pas donné d'indice, ou alors au moment que vous le sachiez, mais c'est le dernier match de Maya Moore en WNBA. Ok. Voilà. Après ça, alors, avant d'aller sur l'après-basket, on va finir un peu sa carrière. Donc en 2018, la WNBA s'arrête, alors même elle ne le sait pas à ce moment-là, je vous expliquerai la suite plus tard. Elle décide à ce moment-là de se dire, tiens, si je retournais gagner un titre en Euroleague, finalement. Ouais, ça faisait un moment, donc à la je peux comprendre. Ouais. À la mi-saison, elle signe avec Ekaterinbourg, qui est un club plutôt dominant en Euroleague féminine, si je ne m'abuse. Oui. Elle arrive, elle domine, 20,6 points, 6,2 rebonds, 5,2 passes. Elle permet à Ekaterinbourg de faire un 6 sur 6 dans leur dernier match d'Euroleague et d'être champion. Voilà. Second titre majeur pour Maya, qui se distingue dans la finale en tournant à 17 points, 7 passes, 4 interceptions. Pas mal. Ah, mais elle avait pas gagné en WNBA, donc elle en avait marre. Du coup, elle a été en Europe se calmer les nerfs, tu vois. C'est ça, parce qu'elle s'est dit, comment ça, je gagne pas pour la première fois de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Voilà qui clôt la carrière en club, j'ai envie de dire en franchise de Maya Moore. On va parler vite fait de son passage avec Team USA sans trop le détailler. Sachez qu'elle a remporté 2 fois les championnats du monde, en 2010 et 2014. Elle a remporté 2 fois les JO, en 2012 et en 2016. Elle est même d'ailleurs élue MVP des JO de 2016 et également des championnats du monde de 2014. Ok. Donc parce que faut bien dominer. Petit palmarès, oui, deux petites breloques, comme on dit. Exactement. T'aimes bien les anecdotes? Oh, je vis pour ça. Ouais, et petite anecdote pour être trivia en soirée et se la péter. Les championnats du monde 2010, il faut savoir que l'équipe donc est coachée par monsieur Geno Auriemma, l'ancien coach de Maya à UConn, dont je vous avais déjà parlé, vous vous souvenez de Foreshadowing. Excellent, on fait des liens. Cette équipe, donc pour les JO de 2010, sachez qu'elle s'est montée littéralement 48 heures avant le tournoi à cause de la saison WNBA, parce que timing oblige, et que ça les a pas empêchés de gagner le tournoi avec une moyenne de 20 points d'écart. Alors il y a bien le dernier match qui fausse un peu le truc, parce que ces Croates, ils s'amusent à revenir à 3 points à la mi-temps. Ouais. Bon, ils reviendront jamais à moins de 3 points. Ok. Mais globalement, ça a poutré tout le monde. Ouais, c'est l'idée. Ouais, bon, en même temps que vous avez une équipe où il y a Brittney Griner, Diana Taurasi, Maya Moore, tout ça, allez, vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire? En février 2019, dans The Players Tribune, elle écrit une lettre où elle annonce qu'elle prend une pause pour se concentrer sur sa famille et ses prochains objectifs, on va en parler.
En 2020, elle annonce qu'elle rate la saison et les JO pour se concentrer alors à ce moment-là sur ce qui était son prochain objectif, la défense de monsieur Jonathan Irons, qui est un monsieur qui a été injustement mis en prison. Ok. Alors à ce moment-là, tout le monde se dit « Bon, c'est pas grave, Maya, fais ce que tu veux, c'est une petite pause, etc. » Donc elle joue pas entre 2019 et 2023, et en janvier 2023, elle annonce qu'elle se retire définitivement du basket. Ok. Ce qui nous fait donc un petit bilan, qu'elle a passé au total 7 ans seulement en WNBA, parce qu'elle arrive en 2011, elle est partie en 2018, 8 ans, pardon, parce qu'il faut compter l'année 2011 comme une année à part entière. En 8 ans, elle a gagné 4 titres, et elle a été 7 fois en finale. Ok. Je pose ça là. Un bilan lebronesque, ouais. Un bilan lebronesque. Mais la plus grande victoire de Maya n'est pas sur le terrain. Elle est en dehors du terrain. Ouais. Maya est une athlète extrêmement engagée, et ça commence même avant cette grande victoire en dehors du terrain, puisque dès juillet 2016, le 9 juillet pour être précis, les Minnesota Lynx se pointent à l'échauffement avec un t-shirt où c'est floqué « Change start with us, justice and accountability » sur le devant, et sur le dos, on voit le nom de Philando Castile et Alton Sterling. Alors, si à ce moment-là, si vous ne savez pas qui c'est, je vais vous remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. Déjà, ça s'échauffe avec, ça joue le match, et conférence de presse d'après-match. Maya et la co-capitaine des Lynx, madame Rebecca Bronson, confirment qu'il s'agit bien d'un soutien au mouvement Black Lives Matter qui reprend en ampleur à ce moment-là, car les deux individus qui étaient floqués au dos, monsieur Castile et monsieur Sterling, ont été tués lors d'un affrontement avec la police dans la semaine. Ok. Comme ce sont des personnes qui défendent toutes les causes, elles font aussi floquer sur le maillot l'écusson de la police de Dallas en hommage à la tuerie de masse qui avait eu lieu quelques temps plus tôt, où 5 policiers avaient trouvé la mort. Ok. Parce que ça défend la vie, ici. Oui. On a bien compris ? Humaniste. Exactement. Faut bien comprendre qu'à ce moment-là, le t-shirt et la conférence de presse, c'est l'une des toutes premières fois où on voit des athlètes s'engager autant sur des sujets sociaux. Alors, il y a eu Bill Russell, etc., mais dans cette époque-là, c'est vraiment pas nouveau, mais ça... Ça détonne, c'est pas aussi fréquent qu'on a pu le voir dans l'histoire récente. Oui. Pour continuer dans les combats pour une justice sociale et surtout une justice juste, Maya devient alors actrice d'un mouvement qui vise à faire changer le système judiciaire américain autour du traitement des procureurs et de comment ces derniers traitent les affaires. Pour faire simple et vous expliquer le rôle des procureurs aux États-Unis comparé à la France. Si vous savez pas ce que c'est en France, je vous laisserai aller regarder, parce que je suis pas un expert en droit. Mais en gros, aux États-Unis, les procureurs, donc ce sont ceux qui rendent les décisions, et ce sont des personnes qui sont élues. Okay. Genre vous êtes pas là, c'est pas votre métier. Si vous êtes, vous avez des spécificités en droit, vous êtes élu, et on vous tient responsable, on vous demande un bilan. Okay. Et ça s'apparente un peu au sport. Et du coup, elle va coécrire un papier sur USA Today Sport que vous avez dans la description. De toute façon, vous avez comme d'habitude toutes mes ressources dans la description. Je vais vous obliger, honnêtement, à aller le lire, je vous donne pas le choix, parce que c'est peut-être l'un des trucs les mieux écrits que j'ai vu de ma vie, et que ça vous permettra de vraiment comprendre de quoi il s'agit. Franchement, foncez, c'est très très bien, c'est très très juste. Ce papier, elle le coécrit avec monsieur Marc Dupris Senior, qui est un avocat du district de Kansas, et madame Myriam Aroni-Krinsky, qui a fait 15 ans en tant que procureur, et qui, au moment du papier, est directrice exécutive du comité des procureurs élus pour la refonte et l'innovation de la justice procurale. Un sacré titre. Comme je vous l'ai dit, ça traite du rôle d'un procureur, de comment il est jugé sur ses performances, notamment sur ses victoires, comment cela a un impact négatif sur la manière dont la justice est rendue, notamment à l'égard des plus démunis. Ce papier, il s'ouvre d'abord en premier lieu sur le fait qu'il y a un ratio en fait de win-loss, littéralement, pour les procureurs, donc comme dans un match de sport, ce qui est un peu dingue, parce que là on parle pas de sport. Pareil, je laisse poser ça là. Chelou. C'est chelou parce que du coup ça exclut complètement la singularité de chaque affaire, ça provoque au fur et à mesure des effritements dans la confiance des populations dans leur système judiciaire. Déjà, première chose, dans le pourquoi ils font ce papier, ils y abordent la similarité dans les plateformes de communication entre un athlète, un avocat, un procureur, et pourquoi est-ce qu'il faut utiliser ces plateformes pour pousser vers une victoire de la justice dans l'optique que cette dernière soit plus juste et équitable. Et en fait, je vous parlais de ce ratio win-loss. Pour être bien jugé, pour gagner, il faut que le procureur envoie les gens derrière les barreaux pour longtemps, et surtout que ce soit des peines lourdes, tu vois, je sais pas comment dire, et qu'ils obtiennent des aveux. Genre, faut vraiment qu'il y ait ce côté, exemplarité. C'est un peu le terme. Ce qui est stupide, parce que du coup, t'as des personnes qui sont, par exemple, juste addictes à des substances qui vont être traitées comme des criminels, parce que les procureurs veulent gagner à tout prix. Et c'est pas bon. Ouais.
Surtout que pour ceux qui sont un peu courants, aux États-Unis, vous avez la politique de la caution, où avant même d'être jugé, vous pouvez payer une certaine somme et les charges contre vous sont abandonnées. Ce qui fait que les plus riches sont dehors, mais les plus pauvres, vous allez vous taper des années derrière les barreaux. Évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Bien évidemment. Sinon c'est pas drôle. Ouais. Tous ces mouvements, alors ils n'ont pas encore abouti, parce que c'est un mouvement de fond, ça va prendre énormément de temps, mais voilà un premier engagement, et honnêtement, je pense que juste par la manière dont je galère à le résumer, ça vous donne l'importance et la complexité du message. Pour tout ça, elle va recevoir un prix, le Arthur Ashe Award for Courage en 2021, et elle est également engagée, sachez-le, dans un mouvement qui s'appelle le mouvement End It, et qui cherche à obtenir la fin complète de l'esclavage au travers du monde. Okay. Donc que des causes, franchement, mon ref... Des belles causes, ouais. Ah ouais, des belles causes, et puis elle est engagée, hein. Elle fait pas semblant, elle est pas là pour prendre de la lumière, comme on dit. Ouais. Elle est impliquée. Après toutes ces affaires... Elle est impliquée. Après toutes ces affaires que je ne dirais pas secondaires, mais qui ne sont pas la grosse affaire de sa vie, on va parler de la grosse affaire de la vie de Maya, prouver l'innocence de monsieur Jonathan Irons. Alors, on va démarrer un petit peu par le cas. On va poser quelque chose. Le cas Jonathan Irons, il démarre en 1996, alors que moi et Baptiste, on a moins 4 ans. Ce sera la seule blague. Cool, je profite. À ce moment-là, le jeune adolescent, il est arrêté par la police parce qu'il y a une fusillade qui fait aucun mort, mais il y a une fusillade qui éclate. Ok. Alors que lui, il se dit innocent et dit qu'il n'a rien à voir de près ou de loin avec les événements, il y a un jury composé uniquement de blancs qui va décider, alors qu'il n'y a pas la moindre preuve physique ou immatérielle, de le condamner à 50 ans de prison. Voilà, vous avez 16 ans, vous allez littéralement passer votre vie en prison parce que des putains de racistes l'ont décidé ainsi. Ok. On parlait, vous vous souvenez, de procureurs, des peines exemplaires, etc. C'est super compliqué. Alors, petit trigger warning, vous avancez de 2-3 minutes si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, tentative de suicide. On va parler un peu de Jonathan et de comment il le vit très vite fait. Il l'a confié, il a forcément pensé à se suicider. Il a commis une tentative en essayant de se pendre avec les draps de son lit. Ok. Et il a une phrase dans un livre qui s'appelle Love and Justice, où il dit « They broke me, now they are gonna bury me ». Ok. Donc ils m'ont brisé, maintenant ils vont devoir m'enterrer. Merci beaucoup pour la traduction, Baptiste. Pas de soucis, ça me fait plaisir. C'est tragique, mais c'est compréhensible, malheureusement. Oui, c'est peu surprenant. Quand vous passez votre vie enfermé dans une cellule qui pue la sueur, la pisse et la merde, et que votre co-détenu c'est un héroïnomane dont on va même vous accuser de le fournir. Et surtout, alors que t'as rien à foutre là. C'est surtout ça. Oui, et puis vous êtes innocent. C'est surtout ça le pire dans l'histoire. C'est surtout ça le pire, et donc cette tentative va échouer, Dieu merci. Et Jonathan à ce moment-là va se reprendre. Déjà, ses conditions elles vont légèrement s'améliorer, mais ça reste pas fou. Et surtout, il y a une femme qui va rentrer dans sa vie et qui va l'aider dans son combat. Puisque Maya et Jonathan, ils vont se rencontrer pour la première fois en 2007, juste avant la rentrée de Maya à l'université, par le biais des parrains de Maya, qui se sont intéressés au cas de Jonathan. Donc les deux sont mis en contact. Au début, c'est un coup de foudre, mais c'est pas un coup de foudre amoureux. C'est plus genre ça clique ensemble, tu vois. C'est vraiment, ils s'entendent très très bien. Ils commencent alors à énormément échanger de messages, et le début de leur relation, il est plutôt comparable à celle d'une fratrie. Ok. Sauf que en 2013, alors que Maya est déjà en train de briser la WNBA, Jonathan va tenir des mots, et Maya va commencer à avoir des petits papillons dans le ventre. Donc elle va se dire, c'est pas trop une relation, enfin ils vont bien comprendre qu'en fait il y a plus qu'une relation de fratrie. Et ce que je trouve très très beau, c'est que dès 2013, ils sont plus ou moins ensemble, même si lui est derrière les barreaux. Enfin, ils sont même carrément ensemble, je sais pas pourquoi je dis plus ou moins. Maya, quand elle va en parler pour la première fois du cas de Jonathan en 2017, elle va pas du tout révéler leur relation, parce qu'elle veut qu'il soit légitime dans sa cause. Que les gens comprennent qu'il est vraiment derrière les barreaux parce qu'il est innocent et qu'elle cherche à le faire libérer parce qu'il est innocent. Ça devient le grand combat de la vie de Maya en dehors du basket, et c'est ce qui l'a fait se désintéresser du basket, puisqu'à partir de 2017, elle engage à ses frais une équipe d'avocats pour aider Jonathan, et notamment à ce moment-là, un ténor du barreau de Kansas, monsieur Ken Gibson, spécialisé dans les dossiers lourds de ce type. Petite pause du coup en 2018 pour Maya, qui va donc pleinement avec l'avocat se concentrer sur le cas de Jonathan. Ça va aboutir très vite, parce que quand vous avez l'argent et que vous pouvez être défendu, ce qui n'était pas le cas de Jonathan au début, la justice est bien obligée de reconnaître quand il y a des écarts. Et il y a une première pétition qui vise à réexaminer des empreintes digitales retrouvées sur la scène. C'est accepté par le juge, donc l'examination se fait,
Et bingo, les empreintes, elles indiquent qu'il y avait d'autres personnes sur le lieu de l'incident, mais surtout que Jonathan n'est absolument pas l'un d'eux. Donc s'il y avait encore des petits doutes, il est vraiment innocent. Ouais, là, vraiment... Là, il n'y a plus de oui, mais il était là, de non. Il y a les empreintes, il y a une preuve matérielle. Pour mettre le dernier tour de clé dans la serrure de la porte de cellule de Jonathan, sur le blog du détective en charge de l'affaire à l'époque, Monsieur Allen, on retrouve un post où ce dernier se vante des conduites illégales de la police sur ce type d'affaires. Ok. Putain. Voilà. Vous vous souvenez quand je disais qu'il avait été condamné juste par des putains de blancs racistes ? Ouais, bah on comprend bien. Ouais. Il n'y avait pas de mensonge, j'allais dire. Non, il y avait pas de... Je n'ai pas amplifié les choses. Et du coup, il a fait combien de temps Ah bah je vais te le dire. Attends. Ok. Parce que finalement, après 2 ans de combat, le 1er juillet 2020, la Cour du Missouri rend son verdict et annule la décision précédente, rendant sa liberté avec effet immédiat à Jonathan Iron. Ce dernier a passé 26 ans. Putain. 24 ans derrière les barreaux. 24 ans derrière les barreaux. Voilà. Oh. Il a perdu littéralement la moitié de sa vie derrière les barreaux, quasiment. Il ressort, il rentre, il a 16 ans, il ressort, il a 40 piges. Putain. Oh. Terrible. C'est terrible si, je sais pas, s'il y en a qui... Enfin, ça impliquerait que moi et Baptiste soyons déjà en prison depuis un bout de temps. Si vous avez 16 ans ou moins, vous rendez-vous compte. Demain, on vous met dans une cellule et vous ne reverrez pas le jour avant plus du double de votre âge, finalement. C'est comme si nous, ça faisait déjà 8 ans qu'on était en prison, tu vois, avec notre âge actuel. Ouais, c'est ça. Et qu'on ressort pas avant 15 ans. Et on ressort pas avant un paquet d'années. Ouais, putain, wow. C'est terrible. C'est terrible. Vous attendez, Maya est la première à l'attendre à la sortie du Jefferson City Correctional Center. Et je vais parler du livre Love and Justice. C'est un livre qu'ils ont coécrit tous les deux, puisque, je vous l'ai dit, vous l'avez compris, ils sont ensemble. Donc ils ont raconté cette histoire magnifique, et il y a des mots qui sont, moi je trouve, magnifiques. C'est qu'en fait, elle explique que elle essaye de se préparer comme elle peut à sa libération, parce qu'elle a bien compris au bout d'un moment qu'il allait être libéré, genre quand il y a les preuves et tout, c'est quasiment sûr. Et elle dit, je le fais comme je le faisais pour mes saisons de WNBA. Sauf que, je sais pas ce que c'est qu'une sortie de prison, genre c'est pas une saison de basket où elle a un peu l'habitude. Et du coup, elle dit, je me demande s'il a le minimum nécessaire, genre, est-ce qu'il a une brosse à dents, est-ce qu'il a des chaussures, est-ce qu'il va sortir avec des vêtements. Donc c'est incroyable parce que tu te dis que cette femme a aidé un homme à sortir de prison, mais elle se pose des questions aussi bêtes que est-ce qu'il a une brosse à dents. Non, mais c'est le genre de questions qu'il faut se poser, mine de rien. T'y penses pas forcément. C'est ça. Et en fait, je trouve ça encore plus beau, genre c'est vraiment, elle a pris soin de lui jusqu'au bout. Les deux vont quelques mois plus tard se marier. Quand il sort, ils officialisent la relation. Quelques mois plus tard, ils sont mariés. Pour l'anecdote, dans un show de Max Kellerman, Jonathan explique que c'est lui qui a fait la demande. Et les mecs sont là, en même temps, logique que t'as fait la demande pour... elle t'a sorti de prison, tu vois. Et en fait, il dit genre... alors certes, elle m'a fait sortir de prison, tu vois, mais il dit, dès les premiers moments où on se dit qu'on est ensemble... qu'elle me fasse sortir de prison ou pas, je sais que c'est la femme de ma vie parce que genre elle m'accorde de l'importance alors que je suis derrière les barreaux. Et c'est la première à croire en son innocence. Donc c'est magnifique. Oui, beau, c'est un beau film, c'est un super film là que t'es en train de me pitcher. C'est un magnifique film. D'ailleurs, en parlant de film, il y a un ESPN 34 qui est dispo. Ok. Alors c'est un peu une galère de le voir en France parce qu'il est dispo que sur Apple TV et j'ai cru comprendre qu'il fallait peut-être avoir un VPN parce qu'il était peut-être pas dispo en Europe. Merci. Mais du coup, il y a le livre, si jamais vous voulez l'acheter. Sachez que en juillet 2022, ils accueilleront la naissance du petit Jonathan Irons Jr., 2 ans après la sortie de prison de son père. Magnifique. Très très beau. On va doucement finir parce que c'est la fin. Si jamais vous voulez le livre, alors soyez un peu prêts parce que j'ai lu du coup quelques extraits. Ça parle, c'est centré sur Jonathan, une grosse partie logique sur lui, et ça décrit son quotidien dans la prison, tous les traumatismes qui vont avec la sortie de prison, où il explique que il est devenu pote avec des mecs en prison qui ont réellement commis des crimes, mais que lui voyait sous d'autres jours. Le fait de se réveiller le matin et d'avoir à la fin de se demander si c'était pas qu'un rêve, tout ce genre de choses. Franchement, allez, ne serait-ce que pareil, dans les sources, vous avez l'extrait dont je me suis servi pour expliquer un peu cette affaire. C'est très très beau. Et dernier petit fait, sachez qu'après la sortie, Forbes, donc chaque année, classe le top 100 des personnes les plus influentes dans le monde et y inclura Maya Moore. Pas mal.
C'est vous dire le poids de la dame. Ouais. On va finir sur ça. Magnifique. On va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Bah écoute, c'était très intéressant. J'espère que vous avez découvert une incroyable joueuse de basketball. Ah oui. Et une incroyable femme. Une incroyable personne tout court. Hein. Ouais, un incroyable humain. Exactement. Comme on en aimerait plus. Soyez des bons humains, soyez des Mayamour. C'est ça, soyez des Mayamour. Et du coup, pour revenir à ma petite question du début, tiens, oui. Faire un petit parallèle. J'ai demandé est-ce que c'était la plus grande gagnante de l'histoire du basket, tout court. Après, le résumé, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, franchement, je pense vraiment pour oui. Hein. Genre, Jordan a des arguments, le perfect, etc. Mais Jordan n'a pas de titre NCAA. C'est vrai. Bill Russell. Jordan n'a pas 90 victoires d'affilée. Bill Russell. Ah, Bill Russell. Ouais, non. Bill Russell. Mais ouais, c'est... En plus, Bill Russell, il y a aussi ce côté hors terrain, parce qu'il a des beaux engagements sociaux. Oui, aussi, lui aussi. Hein. Ouais. Avec Martin Luther King. Effectivement. Ouais, je pense que elle est dans cette conversation-là, en tout cas. Je pense qu'elle discute... Ah ouais, elle s'assoit à la table. Hein. Ouais, clairement. Et elle est pas en coin de table, hein, si je puis me permettre. Ah, non. Oui. Pas du tout. Et voilà pour son histoire. Bah, magnifique. C'était beau. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a peut-être donné envie de regarder de la WNBA et de vous intéresser à ces Surtout que la saison va bientôt reprendre, là. La saison reprend le 15 mai, pour ceux qui sont curieux. Donc dans 2 semaines, dans le moment où on s'enregistre. C'est ça. Dans une semaine où cet épisode sort, à peu près. Non ? Alors cet épisode est prévu pour sortir le 12, donc ça reprendra dans 3 jours. Dans 3 jours, ouais. Bah nickel alors. Allez suivre. En plus, le WNBA League Pass c'est vraiment pas cher parce qu'il est à 30 balles l'année. Intéressant. Donc vous n'avez pas d'excuses. Il y a beaucoup moins de matchs qu'en NBA. Puisque la saison va s'étendre là de mai jusqu'à normalement fin août. Elles vont jouer les filles elles vont jouer une 50aine de matchs. Je crois que le nombre de matchs a encore été augmenté. On doit s'approcher des 50 ou être à 55. J'ai pas exactement le total. Mais ça va encore être une très belle saison. Il y a encore de très belles histoires. Il y a des contenders dans tous les sens. Seattle qui est revenu avec des gros transferts, etc. Je vais pas prendre Milan. Mais allez suivre la WNBA pour découvrir ce genre d'anecdotes. Parce que croyez-moi, c'est pas la seule femme qui a une anecdote, qui a des histoires incroyables. Hein. On parlera de Brittney Griner, pour qui elle avait bien évidemment pris position quand il s'est passé ce qui s'est passé pour elle. Oui. Mais, tu m'étonnes. Ouais, il y a du monde à discuter là-dedans. Ouais. On se clôt là-dessus ? On peut s'arrêter là-dessus, ouais, carrément. Allez. Et on vous fait des bisous. On vous embrasse, on vous considère, et on va pouvoir se dire topette tranquillement. Topette. Topette.